rejoindre sur Actuel Débat sur Radio Cotonou. Décryptage de l'actualité ce soir. Nous allons parler de la rencontre Sénat, parti d'opposition cette semaine. La nouvelle descente Yahi Soglo au Niger et l'alerte de Amnesty International sur les déboires des femmes à la prison civile de Missérété à l'occasion, cette alerte donnée bien sûr à l'occasion de la journée internationale de la femme. Merci de vous installer confortablement. Nous lançons le débat tout de suite. Distel Amoussou, bonsoir. Vous êtes consultant média, vous êtes invité sur Actuel Débat ce soir, comme d'ordinaire le jeudi. Bonsoir Brespil Aïtedji, bonsoir chers amis auditeurs. Je salue votre vis-à-vis, je salue Arimé Choubadi, bonsoir. Oui, bonsoir Bill. Alors, l'organisation des prochaines élections générales de 2026 au cœur d'une rencontre entre la Sénat et le cadre de concertation de l'opposition. La rencontre a eu lieu en présence des membres du Conseil électoral et du directeur général des élections. La séance intervient suite à une demande d'audience introduite à la Sénat par le cadre de concertation de l'opposition. Au sorti des échanges à huis clos à la Sénat, le porte-parole du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition, Antoine Guédou, vice-Togbe, a affirmé qu'à la demande de la délégation, la Sénat a accepté que le cadre de concertation soit présent lors de la phase pratique et la composition des agents électoraux pour le recrutement des coordonnateurs d'arrondissement. Nous avons demandé, je rapporte ces propos pour le recrutement des coordonnateurs d'arrondissement. Nous avons demandé à avoir la liste des postulants. La Sénat n'est pas contre, a poursuivi le porte-parole du cadre de concertation des partis de l'opposition. Le second sujet au cours des échanges a trait à la transparence des élections, bien sûr, générales de 2026, Distel Amoussou. L'opposition est en train de jouer sa partition pour des élections transparentes en 2026. C'est tant mieux dans une société... Et multiplie les actions pour. Allez-y. Je vous laisse le temps de finir votre question. Allez-y, Distel Amoussou. D'accord. Vous avez la parole. Merci. Donc voilà, c'est tant mieux pour la société béninoise, c'est tant mieux pour les institutions de la République, c'est tant mieux pour les acteurs politiques de notre pays, et c'est tant mieux pour les Béninois que nous sommes. On observe donc que les forces politiques de l'opposition sont en de bons chemins, et qu'ils obtiennent tout ce qu'ils demandent à l'effet de se satisfaire, de se convaincre eux-mêmes de ce que l'instrument électoral sera, n'est-ce pas, pour le bien de tout le monde, pour, n'est-ce pas, une élection libre et transparente. Et donc, je dis, c'est tant mieux pour le Bénin et pour sa démocratie. Et le Bénin continue, n'est-ce pas, de construire cette démocratie pan par pan. Et donc, gageons qu'à la fin du processus, on n'est plus à redire. C'est tout. Voilà, gageons qu'à la fin du processus, on n'est plus à redire. Arimé Choubadi, quelle appréciation faites-vous des démarches que multiplie le cadre de concertation des partis de l'opposition pour obtenir de la transparence en 2026 pendant les élections? Non, entre rendre visite à la Sénat et la transparence, il y a un gros fossé. Jusque-là, on n'a même pas su les enjeux. Vous savez, des institutions qui rencontrent, la structure en charge des élections qui rencontrent les partis politiques, c'est une tradition chez nous. À la veille de chaque élection ou à l'approche de chaque élection, la Sénat entreprend des consultations. Mais c'est vrai que cette fois-ci, il semble que c'est le cadre de concertation de l'opposition qui a demandé l'audience. Ils ont demandé l'audience. On ne sait pas quel était le cahier de charge. Je ne sais pas si c'était parce qu'ils ont... j'ai cru entendre question de... d'assesseurs ou de membres du bureau de vote, ou de tous ces gens-là. Des coordonnateurs d'arrondissement également. Oui, ça va être compliqué. Les membres de la Sénat sont désignés par la rupture, par la mouvance présidentielle. Ils ont tous leur légitimité là-bas. Je ne sais pas quelle est leur marge de manœuvre pour ouvrir
le système à l'opposition. Mais bon, les rencontrer, c'est un formalisme qui ne peut faire du mal à personne. Mais quand tu as fait évoluer les choses, l'enjeu réel, moi je ne le perçois pas. Vous savez, et il y a... Je me suis même posé la question de savoir pourquoi on s'arrête très souvent aux préparatifs des élections. On parle très rarement de on devrait aller plus au fond, c'est ça? On parle rarement de l'après-élection. L'après-vote, si vous voulez. L'après-vote, c'est-à-dire dès que vous avez déposé, dès qu'on a fini de voter, comment j'ai les résultats? C'est à ce niveau-là qu'il y a les problèmes. Sinon, les préparatifs, bon, oui. Il y a déjà beaucoup de problèmes dans les préparatifs. Non, on n'a pas fini encore de la régler, non? Vous savez, par rapport aux préparatifs, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut avoir quelqu'un dans les démembrements. Et ça, tout le monde sait très bien que c'est pour des questions de subsistance. Hein, les jetons de présence, etc. Mais pour les résultats, ça, c'est la démocratie même, ça. La sincérité du vote. C'est pas parce qu'on a eu on a participé aux préparatifs que cela s'entend qu'au niveau des résultats, il n'y aura plus de manipulation. Et je prends par exemple le défaut de représentativité des partis ou des candidats dans les bureaux de vote, le jour du vote. C'est déjà un faux pas? Mais oui, c'est dramatique. Et à la fin, on prétend que c'est ceux qui n'ont pas pu déployer de représentants dans dans ces bureaux de vote qui doivent être les victimes. Ou parce que vous n'avez pas pu déployer de gens et donc vous ne devez même pas vous plaindre. Moi je dis une chose, si c'est vrai que les représentants sont importants dans la sincérité du vote, ils devraient être tous à la charge de la Sénat. Tout comme les membres, tous ceux qui sont en train de réclamer, ils devaient réclamer également que leurs représentants, les représentants des candidats et des partis soient pris en charge par la Sénat, parce que la sincérité du vote, c'est pas la propriété des partis politiques, c'est pour tout le monde. Et si on sait que leur présence et leur fidélité à ceux qui les ont mandatés, si c'est nécessaire la sincérité du vote, je continue de dire, et c'est à ce niveau-là, c'est la Sénat qui peut prendre la décision, on n'a pas besoin de mettre ça dans la loi. C'est la Sénat qui prend la décision. Vous voyez, on forme plein de gens, vous voyez, c'est pas pour critiquer le fait de faire des audits et tout ça. Et tout ça, ça rentre dans la préparatif. Et après les résultats, c'est vrai que dans la gestion des résultats, vous avez qu'on appelle la mascarade électorale, la mascarade légale chez nous, où on dit, on fait une différence entre l'affichage et la publication. C'est-à-dire que la loi dit oui, il faut afficher, mais il ne faut pas publier. Comme si on peut faire une différence. Vous savez, l'affichage, tout le monde sait ce que ça veut dire. À la fin des élections, on mène un feuillet sur une porte à l'entrée qui disparaît quelques secondes plus tard et on dit oui, on a fait l'affichage. Donc vous avez l'impression qu'on n'aborde pas les vrais problèmes. Attendez, vous prenez un pays comme le Sénégal, où le système a beau être verrouillé, tout ce qu'on veut, mais le jour du vote, vous ne pouvez plus verrouiller. Le vote, le dépouillement est fait en direct à la radio. Le dépouillement. Je ne parle pas de la publication des résultats, le dépouillement. C'est-à-dire que si vous êtes dans un bureau de vote, sans bouger de chez vous, vous savez ce qui se fait. Vous pouvez même faire le décompte vous-même directement. On n'a pas besoin d'aller chercher des affichages qui n'existent presque pas. Ou bien c'est déjà vers la fin de la journée, c'est la nuit, on affiche et puis ça ne sert pratiquement à rien. Hein? Donc je m'étonne qu'on ne se donne pas suffisamment sur la gestion de l'après-vote et qu'on concentre tout sur oui, il faut prendre certains de nos gens parce qu'on sait qu'à la fin il y aura des jetons de présence et c'est comme ça qu'on fait peut-être du clientélisme politique. On prend des militants qu'on va positionner dans des structures et qui à la fin on se demande quelle est la pertinence de leur participation. Hein? Et par contre, moi je continue de dire, quand vous avez verrouillé, vous avez tout verrouillé, au moins le jour du vote, tout est clair. Où on peut faire le dépouillement, on peut publier le résultat. Chez nous, vous ne pouvez pas publier un résultat avant la Sénat. Parce que d'abord on estime que le jour du vote, il faut attendre que tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national soient fermés avant de commencer par donner. Et si vous ne le faites pas, c'est déjà une infraction. Hein? Alors qu'ailleurs, dès les premiers, on fait même, vous savez ce qu'on appelle le sondage au sortir du bureau de vote. C'est-à-dire à mi-journée, on peut déjà
connaître les intentions de vote de chacun et les publier. Mais chez nous, on fait du fétichisme autour, on fait le vote, on a l'impression que c'est allé dans tel sens, et le jour de la proclamation, plusieurs jours plus tard, la Sénat sort son gris-gris du chapeau et les problèmes commencent. Alors, Dissel Amonsou, vous avez suivi Arémé Choubadé. Il dit qu'il a l'impression qu'on n'aborde pas les vrais problèmes liés à la transparence, comme l'après-vote, par exemple. Êtes-vous d'avis? Vous avez fini de poser la question. C'est parce que je vais répondre. Donc, non, j'ai suivi ce cours magistral, donc je me suis rendu compte que le cadre de concertation au niveau des forces politiques de l'opposition, ce cadre a besoin de conseils techniques à la gestion électorale et des votes. Et donc, ce cadre doit bien écouter cette émission et se déterminer à poser les bonnes questions et à mener les bonnes démarches. Sinon, pour ce que je viens d'entendre, c'est que ce cadre est en train de taper dans le feuillage alors que le serpent est ailleurs, ou serait ailleurs, pourrait être ailleurs. L'un dans l'autre. L'un dans l'autre, je dis, c'est la démocratie béninoise qui tire son marron du feu. Tout ceci vient honorer, n'est-ce pas, la disponibilité du régime à offrir un cadre d'écoute aux forces politiques qui le voudraient ou qui revendiquent des choses. Et le pouvoir en place laisse toutes les portes ouvertes pour que nous puissions continuer de rencontrer les institutions chargées de gérer tel ou tel pan de nos élections et que chacun apporte sa contribution. Pour régler également les sujets qui fâchent, il y a le code électoral en suspens. L'opposition et certains cadres de la société civile, ils étaient en réflexion, je crois hier, en atelier par rapport au code électoral. Ça n'est pas le thème de l'émission. Maintenant, je demande de vous parler de porte ouverte. Allez-y. Si vous l'évoquez, vous parlez de quoi? De réunions, de rencontres ou de portes ouvertes, ou de quoi? Que des gens se sont vus hier et tout. Ils savent, ces personnes-là, elles savent quelles sont les démarches à mener s'ils ont envie de toucher au code. S'ils ont envie de toucher au code, ils n'ont qu'à aller à l'Assemblée. Puisque c'est à l'Assemblée que le code a été voté. Il faut qu'ils, n'est-ce pas, fassent les démarches. Qu'il demande au président de l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée, de programmer la révision du code et qu'il passe au vote et qu'il gagne le vote. C'est tout. On connaît la formule. On connaît les démarches. On connaît le cheminement. Il ne faut pas continuer de distraire l'opinion à travers de l'intoxication ou des réunions, des agitations sans fondement ou sans lendemain. Pour réviser le code, nous savons tous qu'il faut aller à l'Assemblée. Maintenant, est-ce que c'est la société civile qui vote le code? Moi, je ne sais pas de quoi vous... Arémé Choubadé, c'est la meilleure option pour l'opposition aujourd'hui d'obtenir la révision du code, puisqu'on parle de la transparence liée aux élections. Ils étaient à la Sénat pour ça. Enfin, c'est comme si la transparence des élections ne concerne que l'opposition. Moi, je ne parle pas aux opposants. Je parle à tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des élections. La transparence des élections, ce n'est pas un problème des opposants. Si vous prenez par exemple, comment appelle-t-on, le désordre qu'on observe entre l'affichage et la publication. Enfin, la différence, cette invention ne date pas du code actuel. Non, je voudrais que vous réalisiez par rapport à la proposition de Distel, la voie à suivre pour obtenir une révision du code électoral. Enfin, je ne sais pas, je suis pas le conseiller technique de l'opposition ou de la mouvance. Ce n'est pas à moi de leur dire la voie à suivre. Moi, je m'interroge sur, comment appelle-t-on, l'absence de réactivité en ce qui concerne la gestion des résultats. Je l'ai déjà exposé. Pour moi, c'est vrai, on fait beaucoup d'efforts pour la préparatif. Pour l'organisation, on est parti de l'audit. Après, on parle de coordonnateur d'arrondissement et autres. Bientôt, on va parler des assesseurs parce que ça va être compliqué, qu'ils n'ont pas de représentants. La Sénat est le siège
de la mouvance présidentielle, exclusivement. Il n'y a pas de représentant de l'opposition. C'est la faute à qui? C'est la faute à l'opposition elle-même, non? Non, moi je ne suis pas dans le commentaire, je vous parle des faits. Si ce n'est pas vrai, vous dites que ce n'est pas vrai. Mais vous le dites, vous incriminez la Sénat. Enfin, voilà. Dit que la Sénat est entièrement composée de mouvanciers et incrimine qui? Ben, je vous demande, moi je vous pose la question. C'est la faute à qui? Écoutez, on a fait en sorte pour qu'on en arrive là. Vous avez oublié qu'on a eu un parlement de type nord-coréen ici pendant 4 ans où c'est seulement les partis créés par le chef de l'État qui sont représentés. Mais moi je parle des faits. Maintenant, à vous de chercher où les auditeurs sont là. Ils peuvent continuer le débat à leur niveau pour savoir qui a fait quoi et à quel niveau. Mais ici, on leur rappelle, nous sommes les historiens du présent, on leur rappelle les conditions dans lesquelles on en est arrivé là. Maintenant, si on doit améliorer ou pas, vous savez, moi j'ai toujours évoqué mon scepticisme par rapport au niveau intellectuel même du débat public. À moins qu'on nous revienne là-dessus. Ils sont pas formés, ils ne sont pas informés, ils ne sont pas éduqués pour. Et donc chacun essaie de voir ce qu'il peut faire pour maintenir, pour garder le pouvoir. Voilà, et ça ne se passe souvent pas de la façon dont on a pensé. Donc c'est pour vous dire que si on veut vraiment améliorer, il faut d'abord qu'on voit la volonté d'amélioration. Le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition sont allés, le cadre est allé rencontrer la Sénat. Volonté d'amélioration, le cadre, non mais il est de la responsabilité de ceux qui, de la classe politique, d'évoluer, mais ça n'évolue pas. Et je vous ai tout dit ici, c'est parce qu'ils ne sont pas formés pour. Je ne sais pas dans quelle langue on va le dire. Ils n'ont pas les moyens intellectuels pour faire évoluer notre système démocratique. Vous avez vu qu'on piétine, non? Et on va même jusqu'à accuser la conférence nationale, comme si c'est elle qui a interdit de former le personnel politique. Hein? Et si on n'a pas pu évoluer, et qu'on est là, se marcher sur les pieds, on fait du piétinement, des fois on fait des avancées et on fait des reculs en même temps. Ben oui, il faut qu'on sache finalement quelle est la feuille de route, où est-ce qu'on va. Et voilà, ce n'est pas une histoire d'une seule personne. Et puis il faut quand même, et au niveau de la loi par exemple, hein, moi j'ai jamais compris, on a condamné des journaux dans ce pays, on a fermé des radios parce qu'ils ont donné des résultats. On a estimé qu'il y avait des bureaux de vote encore ouverts sur le territoire, hein, c'est pas dans la circonscription électorale, sur le territoire national. Vous voulez qu'on travaille à réviser tout ça, c'est ça? Voilà, il faut qu'on évolue. Je vous dis, dans les pays où on donne les résultats dans les bureaux de vote, ou bien en direct, on fait le dépouillement en direct, où chacun chez lui peut cocher. Et à la fin, il n'a pas besoin d'aller voir. Et puis je parle par exemple des représentants des candidats et des partis dans les bureaux de vote. Et on demande aux partis de financer cette opération-là. Alors que la Sénat aurait pu avoir les moyens de prendre en charge, d'abord de les former, même si c'est 2 heures de temps, à la veille ou l'avant-veille, hein, pour leur expliquer ce qui. C'est vrai, c'est de la responsabilité des partis politiques également, mais leur défaut pèse sur la sincérité du vote. Et qui est responsable de la sincérité du vote? C'est la Sénat, au moins. Tout au moins. Après, on peut dire tout. On finit on finit les élections et on a un problème de disponibilité de PV. Aussi bien au niveau des partis, au niveau de la Sénat, et on ne comprend pas qui a reçu quoi. On a vu des élections dans ce pays où la Cour constitutionnelle même a dû refaire la liste à partir des PV qu'elle a reçu, etc. Il y a une véritable bagarre qui s'observe dans la gestion des résultats. Hein? Après vote. Après vote. Hein? C'est bon de préparer les élections, de préparer le vote, mais après le vote, vote compte également. Après vote, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts. Voilà, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour qu'on puisse arriver à des résultats qui provoquent moins de routes. Deuxième sujet maintenant, merci de rester avec nous, chers amis auditeurs et internautes de Radio Cotonou. Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yahi, 2 anciens chefs d'État du Bénin, sont encore attendus à Niamey,
Près d'un an après leur première médiation, les ex-présidents du Bénin sont à nouveau sollicités pour la situation, sans doute pour la situation aujourd'hui entre Cotonou, entre le Bénin et le Niger. C'est Nicéphore Soglo, invité sur une radio en début de semaine, qui a affirmé avoir reçu une nouvelle invitation du général Abdourahmane Tiani, président de la transition au Niger. C'est sans doute la suite de la première mission, la première médiation. Que sont devenues la conclusion de la première mission à Rémi Chobadé? J'ai très envie de le savoir. C'est pas le journal aurait pu demander au président Soglo de s'étendre davantage sur les retombées de leur premier voyage. Et puis le président... non, il n'était pas interrogé pour ça là? Oui, enfin, on finit l'émission, on fait une descente chez lui pour en discuter avec lui. Il faut qu'il nous explique. Moi, je ne connais pas la voie pour aller chez lui, vous connaissez. Non, vous prenez n'importe quel Zema Cotonou pour aller chez lui. C'est le maire quand même. Revenons à la question. Oui, bon, c'est vrai, l'après-voyage, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une mission du gouvernement nigérien qui est venu au Bénin. On pensait qu'il y aurait l'appareil en direction du Niger. Ensuite, il y avait du pétrole dans les pipelines qu'on a essayé de pomper. On pensait que ça allait continuer, ça n'a pas continué. On pensait que, bon, enfin, il y aurait une amélioration. C'est vrai, il y a l'ambassadeur du Bénin qui a fini par s'installer à Niamey. Et oui, bon, c'est vrai que au niveau de l'ambassadeur du Niger au Bénin, il n'y avait pas de problème. Lui, il était en pause, mais l'ancien, je crois, il est parti à la retraite. Donc, il a fallu faire accréditer un nouveau. Donc, tout ça a été fait. Enfin, mais on n'a pas l'impression que sur l'essentiel du différent, on a beaucoup évolué. Le Niger continue d'accuser, vous avez suivi. Après ça, Tiani a fait une déclaration pour expliquer avec des précisions, comment vous appelez, des localisations très précises de ceci, de cela. Et donc, on a l'impression que le débat est resté entier. Et on n'a même pas évolué. Le Bénin n'a pas de problème sécuritaire avec le Niger seul. Il y a le volet Burkina Faso, qu'on n'évoque pas du tout. Donc voilà, je ne sais pas. D'ici la Moussou, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez suivi à Rémi Chobadé. Que faut-il aujourd'hui pour évoluer sur l'essentiel du différend qui oppose les deux pays? Il faudra poser la question au président Nicéphore Soglo qui annonce une invitation. Il faudra poser la question aux responsables qui dirigent le Niger aujourd'hui, aux autorités nigériennes. Il faudra leur poser la question. Le Bénin n'a pas de souci. J'ai entendu parler de projection géographique ou de données satellitaires, mais qui ne tombent pas sur le territoire béninois. Il faudra que Tiani vienne nous dire ou nous montrer où est-ce que ces points-là chutent. Nous ne le savons pas. Mais comme Rémi Chobadé l'a rappelé tout à l'heure, il devait avoir une mission pareille à celle qui est venue du Niger pour Cotonou. Il devait avoir une mission pareille pour Niamey, non? Il parle au nom des autorités nigériennes ou béninoises? Je crois, au regard de la conclusion des... Je n'ai pas reçu de conclusion, je n'ai pas lu de conclusion. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour vider ce différend-là qui n'a que trop duré? S'il vous plaît, le Bénin n'a pas de souci. Deux anciens chefs d'État béninois prennent des vacances au Niger, c'est tant mieux pour... Des vacances? C'est tant mieux pour des vacances, vous dites? Vous avez bien entendu. Pourquoi des vacances? C'est tant mieux pour les relations de bon voisinage entre le Niger et le Bénin. Moi, si j'ai envie d'aller me reposer dans un hôtel à Niamey, je le ferai. Donc, il n'y a pas de souci. Les Nigériens viennent à Cotonou, ils vivent à Cotonou. Ils font vous voulez dire qu'on ne peut pas compter sur ces deux anciens présidents? Alors, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut compter sur Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo aujourd'hui? Vous avez suivi Nicéphore Soglo récemment dans ses diatribes contre le pouvoir. Boni Yayi, on connaît sa position. Il est des démocrates. Est-ce que le pouvoir en place dans cette médiation peut véritablement compter sur ces deux anciens présidents? Vous mélangez les choses dans vos questions. Bon, je mélange quoi? Oui, c'est une salade. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je mélange quoi? Qui veut compter sur qui?
Qui a donné mandat à qui pour faire quoi? Non, même si vous mélangez, savez qu'au retour de la que... première, vous savez qu'au retour de la première médiation, les deux anciens chefs d'État étaient allés chez, en audience chez le président de la République. C'est la première fois que les deux chefs d'État... On a pensé au début de la médiation qu'ils n'ont pas reçu mandat. Arrêtez de penser. Est-ce que le Bénin peut compter sur... les citoyens béninois peuvent compter sur les deux anciens chefs d'État aujourd'hui? Les citoyens béninois... Avec leur position tranchée. Les citoyens béninois n'ont envoyé personne en mission. Ils n'ont mandaté personne de quelque mission que ce soit. Et les citoyens béninois n'attendent rien de qui que ce soit. Nous sommes une république, nous sommes un État, et nous discutons avec un État ami, voisin et frère, et cela se fait dans la forme et dans les normes indiquées. Voyez-vous, on n'est pas dans l'informel. Vous voulez dire que la visite des deux anciens chefs d'État récemment, là, on n'a pas eu de dividende par rapport à ça? Je ne veux rien dire, je ne suppose pas. Moi, je table sur des faits. On a vu... c'est vous qui pensez, c'est vous qui supposez, c'est vous qui trouvez que... on devrait... Est-ce qu'on peut compter sur ces deux anciens chefs d'État? On peut toujours compter sur cette médiation pour un dégel définitif? Parce que je suis citoyen béninois aussi. Parce que moi, j'ai mandaté personne pour venir dire sur une radio que je n'attends rien. Moi, je vous ai dit que après leur visite, il y a eu quand même des choses qui ont bougé, mais qui ne sont pas allées suffisamment au fond. Et puis il y a le volet Burkina sur lequel on n'est pas revenu. Donc nous sommes certains citoyens qui espèrent beaucoup de toutes les initiatives qui peuvent faire bouger les lignes. Parce que vous savez, le projet du pipeline, c'est l'un des plus grands investissements de la sous-région et dans les pays les plus pauvres, grive de la sous-région, que des pays qui en ont besoin et puissent gâcher ce joyau-là pour pas des bisbilles qu'on comprend toujours pas. Il y a un problème. Donc, alors peut-on toujours compter sur ces deux-là avec leur position tranchée aujourd'hui? Je vous dis, on a besoin de plus d'initiatives. Vous savez, je vois même avec un pincement encore la situation de l'ambassadeur du Bénin au Niger actuellement, qui a eu une déclaration qui a été rappelée. On a même parlé de son limogeage. Puis après, on attend plus. Ça n'a plus de suite. Ça a de suite. Parce que j'ai suivi le porte-parole du gouvernement qui a dit que le Bénin ne peut pas demander pardon parce que le Bénin n'a rien fait de mauvais. Et que voilà, donc ça veut dire que c'est une désapprobation. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas d'accord. Ne souscrit pas au pardon demandé au Niger. Voilà. Est-ce que par l'ambassadeur. Voilà. Est-ce que dans ces conditions, on peut dire que ça se passe bien? Est-ce que j'ai même vu aujourd'hui que on a ajouté au portefeuille de l'ambassadeur le poste d'ambassadeur de Burkina Faso, ce qui reste à confirmer tout ça, mais on n'a pas l'impression que ça bouge vraiment. Et je ne sais pas si c'est... Alors que faut-il pour que ça bouge? Que faut-il pour le dégel aujourd'hui? Non, pas pour le dégel. On connaît les problèmes. Il faudrait qu'on se... Il faudra installer Nicéphore Soglo et Boniaï au Niger. Comme ça va se dégeler. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas si l'installation du Soglo de Yahi à Niamey peut faire évoluer le dossier? On peut y aller, voilà. Il y a des gens qui sont capables de vous donner des solutions. Vous prenez là, au premier degré. Je vais lui donner la parole. Mais il a déjà dit. Comment on va faire? Demandez-lui vos propositions. Demandez-lui de retirer ce qu'il a dit. On sait qu'il faut régler les problèmes qui fâchent. Les problèmes que les Nigériens sont en train de... Je vous dis que Tiani a fait une sortie. Il a demandé, il a même interpellé des ministres béninois. Pour dire, ils n'ont qu'à venir expliquer comment se fait-il que ceci... Qu'on a acheté des drones. Voilà. Donc, je ne sais pas, c'est vrai que le ministre des Affaires étrangères allait faire une sortie sur, je crois, France 24. Je ne sais pas si c'est déjà la réponse du Bénin. Mais on sait très bien que, diplomatiquement, il doit quand même y avoir des initiatives. En dehors des mots fléchés qu'on se balance de part et d'autre de la frontière. Il faut forcément peut-être descendre sur le terrain. Diplomatiquement, il faut mettre la diplomatie en route. Mais si déjà l'ambassadeur... Vous parlez de mots fléchés. Est-ce qu'il n'y a pas urgence aujourd'hui de revoir aussi les éléments de langage?
aussi bien au niveau des politiques que de la presse, des citoyens également sur les réseaux sociaux. Parce que les Nigériens aujourd'hui n'admettent plus qu'on parle de junte, qu'on parle de putschistes et tout ça. Non, je ne sais pas. Ils sont quoi? Je ne sais pas si les Nigériens... Ils sont quoi? On parlait de junte. Moi, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères du Mali qualifier le gouvernement de Macron de junte française. Donc, il n'y a pas de souci. Si si les Nigériens, enfin, si les Béninois qualifient le gouvernement du Niger de junte, il est loisible aux Nigériens, comme vous l'avez dit, les éléments de langage, il est loisible aux Nigériens de qualifier le gouvernement béninois de junte également. Hein? Donc, s'il n'y a pas de parole officielle, on est obligé de se rabattre sur ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Hein? Si de part et d'autre, enfin, aujourd'hui, on ne sait même pas où est-ce qu'on en est. Le baromètre, aujourd'hui, pour comprendre, quand on a vu l'ambassadeur venir dire le Bénin demain, pardon, ah ben tiens, beaucoup de gens s'est dit, puisque vous avez vu comment c'était viral. On s'est dit, ben, il y a quelque chose qui bouge. Le Bénin qui demande pardon au Niger, vraiment. Mais à l'interne, on a dit qu'on n'a pas de pardon à demander. Dissel Amoussou, le dégel, que faut-il pour ça aujourd'hui? Ben, le dégel va venir naturellement. Le dégel va venir naturellement. Écoutez, ça fait bientôt 2 ans, la fermeture de la frontière. Il faut qu'on ouvre la frontière. Il y a les Béninois autant que les Nigériens qui souffrent. Je peux répondre? Allez-y. Que ce soit avec Patrice Talon et Tiani, ou le successeur, ou d'autres personnes, le Bénin et le Niger ne peuvent pas déménager géographiquement et se séparer. Donc à partir de ce moment, sauf en cas de cataclysme, hein, ce qui n'est pas souhaité. Donc dans tous les cas, si c'est la tête de Patrice Talon qui plaît pas Tiani, et qu'il patiente, qu'il prenne de la patience. Et si c'est la tête de... Non mais ils n'ont pas dit ça, ils ont posé des problèmes sérieux. Ils ont des problèmes Est-ce que j'ai la liberté de m'exprimer? Allez-y. Je dis, dans tous les cas, le dégel va venir naturellement, tout naturellement, quand celui qui n'a plus envie de voir l'autre va quitter, ou que l'autre qui n'a plus envie de voir son second va quitter. De toutes les façons, les peuples. Donc il faut attendre. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non mais les peuples. Non, je dois vous poser des questions, non, Dissel Amoussou? Allez-y. Si vous posez une question, laissez-moi répondre. Allez-y, allez-y. Je suis là aussi pour les relances. Non, il faut... ça se fait avec méthode. Je le fais avec courtoisie. Non, pas courtoisie, méthode. Je parle de méthode. Bien sûr. Méthode et courtoisie, allez-y. Non, je n'ai même pas besoin de la courtoisie. J'ai besoin de la méthode. Vous ne voulez pas que je vous interrompe. Allez-y. Voilà. Allez-y. Oui, allez-y. Ouais. Allez-y. Bon, donc ça va venir naturellement. Merci. Ça va venir naturellement. On va passer maintenant au 3e sujet, non sans la pause à Patrice Béja. Merci. International Bénin a lancé un appel en faveur de meilleures conditions de détention pour les femmes incarcérées dans les prisons béninoises. C'était récemment à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Une pétition a d'ailleurs été lancée et a été initiée dans ce cadre pour inciter les autorités à agir. Les conditions de vie dans certaines prisons du pays, notamment à la prison civile de Porto Novo, sont particulièrement préoccupantes. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, les détenus y vivent dans une extrême précarité, devant utiliser des pots à la fois pour leurs besoins physiologiques et comme oreiller. Voilà, les hommes, eux, doivent partager un tonneau central pour leurs besoins, exposés à des conditions d'hygiène déplorables. Je vais rester avec vous, Dissel Amoussou. Quelle réflexion vous suggère ce constat de Amnesty International? Il faut retenir que la recherche ou le désir, le besoin express d'humaniser nos prisons ne date pas d'aujourd'hui. Et déjà, il faudra, et comme j'ai coutume à le dire, faire la différence entre les maisons d'arrêt et les prisons. Voyez-vous, aujourd'hui, lorsque vous êtes prévenu, vous n'êtes pas jugé, vous êtes foutu, jeté dans le milieu carcéral de la même façon que les condamnés et tout. Donc on ne fait même plus le distinguo. Et puis la vie dans ces milieux-là, il y a un degré d'inhumanisme
n'est-ce pas, qui conviendrait vraiment de corriger. Et donc, moi, je suis partant pour que nous puissions regarder, hein, et faire en sorte qu'on ne puisse plus voir des centaines de détenus entassés comme des poissons dans une boîte de sardines, dans des bâtiments conçus pour garder peut-être une vingtaine ou une cinquantaine de personnes. Et puis, regardez la prison civile de Cotonou. Ça n'est même pas une prison. C'est des anciens bâtiments de l'OCBN qui ont été récupérés, recyclés, transformés en prison civile. Et c'est des magasins. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, je crois qu'il faudrait faire des démarches nécessaires pour humaniser tant soit peu nos prisons, les maisons carcérales. C'est préoccupant, hein, Arimi, cette alerte de Amnesty International. Bon, enfin, c'est heureux qu'on ait des journées comme celle de la femme pour que, bon, enfin, on puisse revenir, trouver l'occasion de revenir sur ces sujets-là qui sont des sujets redondants, qui reviennent. Voilà, j'ai cru comprendre que le gouvernement a un projet de construction de prison. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec ce projet-là. Est-ce que c'est enterré ou si c'est en cours bon, sinon... Oui, c'est une préoccupation qui date de très longtemps, qui revient, qui est ressassée, comment on appelle-t-on, à chaque fois. Vous savez, il y a même des ONG qui sont spécialisées en la matière et qui alertent très souvent les autorités sur les dysfonctionnements qu'on connaît dans les maisons de prison ou maisons d'arrêt. Oui, il faut trouver une solution parce que c'est notre condition d'être humain. On ne peut pas traiter des êtres humains. On a signé plein de conventions à l'international. Il faut quand même qu'on respecte cette vie humaine. On la respecte. Oui, il y a des problèmes de droits humains au Bénin, de plus en plus. Il faut qu'on sorte de cet engrenage-là et que l'année prochaine, quand l'Amnesty va repartir pour aller faire la fête. En quoi faisant, par exemple, dans le cadre les solutions, dans le cas d'espèces? Non, les solutions sont là. Vous vous souvenez, on a fait des débats ici sur, je crois, une initiative qui avait été prise. Et donc, les solutions, les autorités ont dans la main, c'est des questions de choix et d'opportunité. Ce qu'il faut faire, je ne crois pas qu'on va sortir ici à une solution miracle qu'on ne connaît pas. Les autorités ont les solutions, mais pourquoi elles n'agissent pas? Ah oui, c'est la question de priorité. Si on vous dit qu'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de... On parle quand même d'hommes, on ne parle pas d'animaux. Oui. Quand on parle pas d'éclairage public, c'est pour les autres, les êtres humains. Moi, par exemple, je suis à 500 mètres de l'Étoile Rouge. Le robinet de chez moi n'a pas fait circuler une seule goutte d'eau de Sonep depuis plus d'une semaine. Mais ça, c'est des priorités. Je vous dis, il y a peut-être un communiqué en amont qui vous aurait averti. Non, depuis 5 ans, j'ai l'eau à partir de 2h du matin pour 1 heure de temps. Depuis 5 ans. À moins de 5 ans, à Gbedjo Mele ou à Wologede, si vous voulez. Depuis 5 ans. Et depuis une semaine, il y a des moments où, pendant une semaine, vous êtes obligé d'aller prendre de l'eau ailleurs pour les besoins. Donc, voilà. Je ne sais pas, c'est des questions de priorité, c'est des questions de disponibilité. Ce sont les gestionnaires qui peuvent nous dire qu'ils ont... Parce que je crois qu'il y a des programmations quand on gère un pays. L'autre disait que gouverner, c'est prévoir. C'est pour ça que je demandais où est-ce qu'on en est avec les projets de construction de nouvelles prisons que j'ai entendues à plusieurs reprises. Et on veut savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est finalement abandonné parce qu'on a des priorités pour faire des routes, pour construire l'arène au bord de la mer là-bas à Ouida qui ne sert pas à grand-chose pour le moment. Enfin, c'est des réflexions. Donc, c'est le gouvernement qui fait ces options. Il a choisi de mettre des milliards, par exemple, dans la célébration de Vodou Day. Mais la construction de prison n'est pas une priorité. Ils ne vous ont pas dit que c'est pas une priorité. Oui, si c'était prioritaire,
on allait s'occuper de ça plutôt que d'autres choses. Donc c'est ça, c'est le gouvernement qui hiérarchise les priorités, qui conduit la politique de la nation et qui fait ses options. Et on est là à constater que ça ne bouge pas. Si il n'y avait pas de possibilité de faire évoluer les choses, ben qu'on le dise, qu'on dit non, nous, on n'a pas de disponibilité pour ça. Et s'il faut faire maintenant, prendre des initiatives, puis on a vu, pour des problèmes qui concernent tout le monde, on a pris des initiatives qui n'étaient pas budgétisées et qui peuvent aboutir à faire évoluer les choses. Je ne sais pas, je lance des idées comme ça, c'est même pas mon rôle. Vous comprenez? Donc, voilà, les gestionnaires de la cité peuvent nous expliquer pourquoi la situation des prisons est demeurée. Alors que, bon, on voit que sur d'autres fronts, on arrive à trouver les moyens pour faire bouger les choses. L'alerte d'Estelle Amoussou, elle est manifeste et devrait normalement interpeller. Plusieurs jours après ce constat, cette alerte de l'Amnesty International, pas de réaction du gouvernement, pas de réaction de l'agence pénitentiaire. L'alerte ne date pas d'aujourd'hui, l'alerte ne date pas de 2024. Non, écoutez, c'est une situation connue dans notre pays depuis plusieurs années. Je vous ai parlé de la prison civile de Cotonou, qui n'était pas une prison, mais qui était un magasin de l'OCBN. Mais on utilisait les pots pour besoins physiologiques et comme on aurait également. Il faut aller faire un reportage à l'intérieur. Je ne suis pas un pensionnaire. Vous m'envoyez, monsieur le Red-Chef. Oui, allez-y, on vous suit. Enquêter. Moi, on vous suit. Je ne saurais vous dire si vous me posez la question. On vous suit, dit Stella Moussou. Non, je crois que, comme je l'ai dit, il faut humaniser les maisons carcérales chez nous. Il faut savoir que ce n'est pas parce que on s'est retrouvé en conflit avec les lois ou avec la société momentanément qu'on est perdu. Non, il faut aussi, n'est-ce pas, regarder les soins sanitaires à l'intérieur de ces maisons carcérales. Là, il ne vous échappe pas que de temps en temps, des informations nous parviennent, tout au moins sur les réseaux sociaux, que tel détenu n'a pas pu bénéficier de soins de santé appropriés et à trépasser. Et donc, voyez-vous, il faut mettre l'homme au cœur de toutes nos actions et de toutes nos visions. Et donc, les prisons, les maisons carcérales doivent aussi refléter notre société, notre l'humanisme ou l'humanité qui est attendue de nous, parce que sinon c'est pas bon. Écoutez, des dispensaires où il n'y a pas de paracétamol, où il n'y a pas de médecin, où c'est un dispensateur de soins qui vient quand il veut. C'est des choses qui sont dénoncées, décriées depuis plusieurs décennies dans le pays. Alors on ne le fait pas parce que c'est pas une priorité, comme l'a constaté Rémi Choubadé. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des choses plus coûteuses qui se font. Ça dit que c'est pas une priorité. On a parlé la fois dernière ici, par exemple, de scanner. Quand vous vous retrouvez dans un hôpital dans le zoo, il vous faut venir à Cotonou pour un scanner. Alors, c'est dangereux, dit-elle à Moussou. Si le scanner n'est pas en panne. Alors, est-ce qu'elle dit que ce ne sont pas des priorités, tout ça? Est-ce que je veux parler de prison, de la vie dans nos prisons, ou je veux parler... C'est vous qui parlez de paracétamol, qui parlez c'est vous qui parlez, tiens, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que tout ça, ce n'est pas une priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne les fouette pas au plus vite? Quoi ce dont nous parlons. Vous parlez de manque de médicaments dans les hôpitaux. Je n'ai pas parlé d'hôpitaux. Vous avez parlé d'hôpitaux. Vous avez parlé de paracétamol qui manque dans les hôpitaux. Alors, réécoutez-moi et prenez votre temps de m'écouter lorsque vous me donnez la parole. Nous parlons de la vie au sein des maisons carcérales. Vous avez fait une image, vous avez parlé d'hôpitaux. Non, j'ai parlé des dispensaires dans les
Dans les prisons. Dans les prisons. Vous n'avez pas spécifié, vous avez parlé d'hôpitaux. Si, c'est vous qui n'avez pas écouté. Je demande à vos auditeurs, à la rediffusion de cette émission à 4 h du matin, à la rediffusion de cette émission à 4 h du matin, de réécouter cette partie. Maintenant, je vous repose la question. Et de nous réécouter sur YouTube. Si nous en tenons au cas des prisons, est-ce que c'est parce que, c'est pas prioritaire qu'on n'en parle pas? C'est pas prioritaire qu'on n'a pas eu de réaction, par exemple, de l'agence pénitentiaire? Ça concerne quand même des hommes là-bas, ça ne concerne pas les animaux. Et on en parle depuis, il n'y a pas de réaction. On en parle depuis plusieurs décennies derrière. Et moi, je n'ai jamais été commis à définir les priorités en République du Dahomey, de la République du Dahomey jusqu'à la République du Bénin. Voyez-vous? Et donc, c'est une question à poser aux personnalités à qui les Béninois ont donné mandat de définir les priorités en leur nom. Voyez-vous? Alors, ce que je sais, la prison, c'est des êtres humains qui y vivent. Que ces êtres humains se retrouvent en porte-à-faux avec la loi ou en marge de la société momentanément ne veut pas dire que ces êtres humains-là sont exclus de la société. Donc, ils ont des droits. Ils ont droit à la vie. À partir de ce moment, la vie, n'est-ce pas, est encadrée. La vie est organisée, que ce soit en prison ou que ce soit en liberté. Et donc, il y a des besoins spécifiques dont ils ont, des besoins auxquels ils ont droit, si tu veux, si vous voulez. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, il faut penser, par exemple, à leur cadre de vie, à l'assainissement du cadre de vie. Il faut penser pas à leur confort, je ne parle pas d'hôtel 5 étoiles, mais je parle d'éviter de les entasser comme des poissons dans des boîtes de sardines. Je dis, il faut regarder du côté de leurs soins, pouvoir les soigner, leur donner des soins de santé appropriés et à temps aux besoins. Voyez-vous? Alors, donc c'est un devoir pour l'État, n'est-ce pas? Un devoir régalien de l'État de regarder du côté de ces compatriotes-là qui vivent dans ces conditions-là, qui ne sont pas souhaités. C'est tout. Moi, c'est mon apport. C'est enregistré, dit Selamoussou. On a le temps qui nous presse. On a quelques minutes encore à passer ensemble sur Actu et Débat. Merci de rester avec nous, chers amis auditeurs et internautes. Dernier sujet à partager avec vous, la proposition de loi relative à la chefferie traditionnelle au Bénin. On en parle. Elle sera bientôt examinée et adoptée à l'Assemblée nationale. Le test, selon certaines sources, a été affecté à la commission des lois pour études. Cette proposition vise à établir un cadre juridique clair pour la reconnaissance et le fonctionnement des chefferies traditionnelles en République du Bénin. Le projet de loi élaboré par une commission spéciale prévoit la reconnaissance officielle de 16 royaumes traditionnels sur l'ensemble du territoire national et chacun de ces royaumes sera dirigé par un roi qui va assurer l'autorité traditionnelle. Larimé Choubadé, c'est quand même un gros pas par rapport au tableau qu'on a toujours peint par rapport à la royauté, à la chefferie traditionnelle au Bénin, toujours en conflit et autres. Enfin, moi, je veux bien voir comment ça va se passer. On en a déjà discuté ici. Vous n'êtes pas optimiste par rapport à ça? Enfin, les politiques n'ont pas à faire l'histoire. Puisque, je ne sais pas si on veut donner des... Mais il y a des techniciens qui ont travaillé en amont, des historiens qui ont travaillé en amont. Oui, ce que je dis, on n'a pas besoin d'une loi. On laisse le gouvernement faire une politique de subvention à certaines chefferies qui pensent être les plus représentatives. Mais aller mettre ça dans une loi, je ne sais pas... Vous pensez que c'est politique, c'est ça? Oui, c'est de la politique. Et je ne vois pas là où ce que une loi vient chercher à cet endroit-là. Parce que je ne sais pas si on va leur attribuer des pouvoirs administratifs, ou judiciaires ou réglementaires. Maintenant, si l'État veut mettre de l'argent dedans, enfin, je crois que c'est peut-être l'idée. On va les organiser. Non, c'est pas possible. Ça, c'est des trucs traditionnels qui fonctionnent par comment on appelle les dépositaires. Avec cette pléthore de royauté là. Par les dépositaires. Il y a des rois partout, Mais c'est un peu comme tous les arrondissements des rois. Exactement. Mais pourtant, la localité a un roi. Mais tous les arrondissements. C'est pas parce que vous, Bill, vous avez plus envie de voir beaucoup de rois que ça devient une réalité. C'est pas parce que nous avons nos humeurs que nous les transformons en loi. Vous pensez qu'on ne devrait pas agir dans ce sens? Non, moi, j'ai pas dit. J'ai dit si tant est que l'État voudrait accompagner les chefferies les plus représentatives,
le gouvernement définit ses critères. Il les énonce et puis... oui, et on laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas me dire que si les populations de Calavi se sont réunies, on fait des sacrifices, font des libations, respectent un certain nombre de rites, et chaque année, un jour, une loi va leur dire non, on ferme ça, et désormais, allez vous référer à l'ADA ou des trucs comme ça. Comment on arrivait, Distel Amosso, comment on arrivait à une loi qui est consensuelle, à un truc consensuel? On a vu le roi des Sarkouès, je crois, en audience tout à l'heure, chez le président de l'Assemblée nationale, qui a réclamé que le royaume de Sarkouès soit reconnu. Est-ce que ça ne va pas aller dans tous les sens? Comment faire pour éviter les frustrations? Non, ça n'ira pas dans tous les sens. De toutes les façons, on ne vient pas légiférer dans les couvents. L'État ne viendra pas légiférer dans les couvents ou dans les royautés. Non, l'État veut avoir des interfaces, des répondants. Il s'est dit, oui, je pourrais gérer 16 personnes. 16 personnes auront leur siège toutes les fêtes de 1er août, commémoration de l'indépendance. Ils auront leur siège au défilé. Et puis bon, quand on va faire le TOFA, ils vont faire la déclinaison du TOFA, peut-être chacun dans son royaume. Et puis ça va s'arrêter là. Non, moi je suis Adja, je suis de Diakotomé, je viens du Tado, je suis une tête couronnée. Je ne vois pas qui va me demander d'aller faire allégeance à quel roi désigné ou nommé par l'État. C'est le casque qui est la couronne. On ne voit pas de couronne sur la tête. Arimi vous pose une question. C'est le casque que vous avez. C'est lui qui pose la question maintenant. Quelqu'un qui n'a même pas de cheveux. Qui a une couronne. Ah oui, vous êtes... donc, moi, je ne vois pas à quel roi on va me demander d'aller faire allégeance. Non, écoutez, je crois que l'État sait ce qu'il veut. Il va y avoir des répondants. Des gens appelés lorsqu'il s'agira, par exemple, de faire des cérémonies de TOFA dans telle ou telle région. Bon, voilà. Et puis les 1er août, là, ils vont mettre leurs attributs. Oui, et puis ça va s'arrêter là. Non, ça va s'arrêter là. Sérieusement, ça va s'arrêter là. Est-ce que c'est aux politiques d'organiser ces gens-là? Vous connaissez ma posture, c'est non. C'est non. L'État n'a pas à faire légiférer, n'est-ce pas, pour ces questions-là. Non, je crois que nous sommes dans l'excès sur ce point-là. On ne régente pas ce qui est culturel. Les autres on peut organiser ce qui est culturel, mais on ne régente pas ce qui est culturel. Les autres, au-delà des 16, deviendront quoi? Si c'est 16 qui a existé. Je veux bien voir si... On a eu un roi en audience tout à l'heure. Peut-être tout le monde va défiler chez le président de l'Assemblée nationale pour lui réclamer... Ouais, vous avez... Je veux bien voir certains députés réagir par rapport à ça, qu'ils essaient de voter ça, alors que le roi de leur village ou bien le roi du son village n'est pas retenu. Et qu'après, il va retourner à la maison alors qu'il va faire lui-même. C'est également un problème politique pour les hommes politiques. Oui, les localités où les rois ne seront pas retenus. Ça ne devrait pas. Je suis d'accord que l'État veuille bien avoir des interfaces. Oui, c'est pour ça dire le gouvernement peut de façon discrétionnaire fixer des critères pour dire lui-même il choisit ses interfaces. Vous comprenez? Et après ça peut évoluer. On laisse les historiens avec les populations elles-mêmes, parce que c'est pas parce que aujourd'hui les rois, les chefferies n'ont plus de pouvoir dans la République, dans l'organisation de la République. Hein? C'est juste des... C'est pas peut-être les donner de pouvoir maintenant. Non, avec l'organisation. Quel genre de pouvoir? On ne peut pas dire à un Nadja d'aller se faire introniser à Abomey ou à Kétou. C'est pas possible. Voilà, mais vous n'êtes pas roi, vous êtes sage et notable. Vous me l'avez confié. Non, lui, il est Malérassou. En fait. Vous êtes notable à Abomey. Non. Lui, c'est à cause de la pluie. C'est à cause de la pluie, de la sécheresse qu'il. Si vous voulez. Donc il faut prier pour que le gouvernement ne s'attaque pas aux notables. Si vous voulez, mon ancêtre a renoncé à la succession au trône parce qu'il est devenu musulman.
En tant que musulman, il voulait observer les rites traditionnels du royaume et on l'a libéré pour... voilà, moi je n'étais pas, voilà, je fais comme... et donc tu comprends qu'il ne puisse pas admettre que je sois à Cotonou. Tête couronnée. Sans cheveux. Sans cheveux. Alors, as-tu débat se referme, mesdames, messieurs. Patrice Bédia est resté à la mise en onde de Job Chikpe. Elle a prise de vue, voilà. En studio, il y avait Distel Amoussou, Arimé Choubadé, deux invités de jeudi sur Actuel Débat. Brice Bill a été dit à la présentation. Merci aux amis internautes, aux amis auditeurs pour votre auguste attention. À très vite.